Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau du débrief. Ravi de vous retrouver avec nos invités pour revenir comme chaque mercredi sur les temps forts de l'actualité nationale. Et ce soir, fin d'année oblige, on vous propose un retour sur les temps forts de l'année 2016 pour faire un bilan de l'actualité nationale de notre pays. Et nous commencerons avec les élections législatives qui se sont tenues début octobre. 3 mois après, le nouveau gouvernement se fait toujours attendre. Nous analyserons ensemble les raisons de ce blocage et de cette crise politique. Nous reviendrons ensuite sur le bilan des tournées royales en Afrique et sur l'engagement marocain en Afrique avec les conséquences politiques et économiques de cet engagement. Et puis pour terminer, nous reviendrons sur le grand événement qu'a accueilli le Maroc en cette année 2016, la COP22, un événement qui a marqué l'engagement du Royaume mais aussi du continent africain pour les modèles de développement durable. Et pour faire ce bilan avec nous ce soir, nous avons le plaisir de recevoir M. Aziz Saïdi. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le rédacteur en chef de la Tribune Afrique. Bienvenue. À vos côtés, Khalid Chegraoui. Bonsoir, professeur Chegraoui. Vous êtes professeur-chercheur à l'Institut des études africaines. Merci d'être avec nous. Et enfin, sur ce plateau également, M. Hadis Djari. Vous êtes professeur de droit public. Merci d'être également avec nous. Merci à vous. Alors, je vous le disais, on revient d'abord pour cette année 2016 sur le bilan des élections législatives qui se sont tenues début octobre. Samedi dernier, 2 conseillers du roi ont rencontré le chef du gouvernement, Abdelila Ben Keren, pour l'encourager à trouver une issue à ces blocages. Comment interpréter cette intervention? C'est la première fois que le palais intervient directement. Le roi s'était contenté jusqu'à maintenant de faire un rappel à l'ordre dans son discours de Dakar le 6 novembre. Alors cette intervention, est-ce que ça signe que vraiment il faut siffler la fin de la récré et entamer des négociations pour sortir de la crise? Monsieur Saïdi? Cette intervention à travers les 2 conseillers royaux, elle vient à point justement pour essayer de presser le pas et de presser justement le chef de gouvernement désigné à se décider à former sa coalition. Maintenant, il faudrait revenir sur les raisons de ce blocage. Il faudrait aussi voir un peu ce qui bloque, ce qui fait que Ben Keren n'arrive toujours pas à former sa coalition. Et là, je pense qu'on y reviendra plus en détail. Monsieur Sidjari? Heureusement qu'il y a eu cette intervention parce qu'on était dans un flou absolument macabre. Personne ne savait qu'est-ce qui se passait, d'autant plus que toute cette crise, si crise il y a, était marquée par une opacité totale. Absence d'information, absence de communication. Les seuls éléments, les seules bribes d'information que nous avons, c'est que l'URNI ne veut pas les circulaires ne veulent pas et que l'Indien. Il n'y avait pas de question de fond du tout. On ne savait pas sur quoi. Il y avait les négociations ou tractations, parce qu'il n'y avait pas de négociations. Pourquoi cette crise, on ne savait pas. Et paradoxalement, le chef du gouvernement était chez lui à la maison. C'est un spectacle. Puisque toutes les institutions sont bloquées en l'absence de l'information d'un nouveau gouvernement. Le siège de la primature n'est pas bloqué. On pouvait à la fois garder la noblesse de l'État, la discussion de l'État. On se réunit chez nous, on parle comme amis, on ne sait même pas de quoi il parle. Et là, c'est contraire à la constitution marocaine de 2011 qui imposait le droit de l'information et le droit de la communication. Les citoyens ont été déroutés, complètement déroutés à ce point-là. Donc on verra sur le crise de blocage. Monsieur Chegraoui? Oui, et surtout, il y a cette question de l'information, parce que par la suite, tout a été... Bon, la majeure partie des informations qu'on recevait, c'était dans la toile. C'était des informations générales. C'était via les communiqués des partis. Oui, et même les communiqués n'étaient pas vraiment clairs, parce qu'on avait au fait, des sortes de paravents d'informations à travers et des travers de travers. Donc on ne savait pas qui a dit quoi, ni comment. Les seules informations qu'on avait, c'était généralement des fuites de par le PJD. Il y avait bien sûr certaines positions du parti de l'Istiqlal, certaines positions de l'USFP, du mouvement populaire et bien sûr du PAM. Le RNI était dans sa cuisine interne, dans ses affaires internes, et on ne savait pas ce qui se passait. Et le problème, c'est qu'il y avait tellement d'informations contradictoires, des dits et des non-dits, des non-voulus, et des messages qu'on s'envoyait en l'air. En fait, c'était une sorte de discussion interpartisane, beaucoup plus interpersonnelle, beaucoup plus qu'une discussion politiquement correcte en ce qui concerne la réalisation de ce gouvernement. J'aurais aimé qu'il y ait beaucoup plus de discussions sur un projet
projet de gouvernement, sur un programme de gouvernement, comme les électeurs marocains ont souhaité à élire ce gouvernement et à élire un chef de gouvernement qui a été choisi selon les procédures constitutionnelles. Donc c'était beaucoup plus ça qui gênait. Je pense que cette réunion, d'ailleurs, elle a boosté un peu les choses. Et on voit très bien que depuis le début de la semaine, les choses se sont accélérées. Et on voit quand même qu'il y a un grand nombre de, comment dirais-je, de souhaits, de beaucoup plus positifs, de positivisme dans ces négociations. Et on voit très bien que même les langues se sont déliées d'ailleurs. On commence à voir un certain nombre d'acteurs qui ne parlaient pas avant, qui ont commencé à parler. Bien sûr, il y a eu d'autres circonstances qui pourront à même de faire changer la donne prochainement. Donc, alors, la réaction ne s'est pas fait attendre, effectivement, puisque ce début de semaine, dès lundi, M. Benkirane a annoncé la reprise des négociations. Et puis le 24 décembre, c'est-à-dire samedi, juste après cet entretien avec les deux conseillers du roi, voilà ce qu'il a dit lors de son conseil national. Nous avons accueilli le message royal dans un esprit positif, c'est ce que vous venez d'évoquer, et responsable, et nous invitons les partis politiques concernés à collaborer pour le réaliser. Donc c'est une invitation aux partis à collaborer. Est-ce que c'est les partis qui bloquent aujourd'hui? Non. Monsieur Sedjari? Non, ce ne sont pas les partis. C'est une culture politique à caractère national. Même si le RNI a posé des conditions, notamment le fait que l'Istiqlal ne soit pas dans le gouvernement. Il n'y avait pas de conditions politiques sur lesquelles se posait une négociation. Il y avait « je ne veux pas l'autre partenaire ». En l'occurrence, l'Istiqlal. En l'occurrence, l'Istiqlal. Mais les questions de fond n'étaient pas du tout abordées, ni appréhendées, ni même. Alors, le premier point sur lequel on pourrait discuter largement, c'est qu'après 5 années d'exercice gouvernemental, de l'activité gouvernementale, il me semble que le chef de gouvernement n'a rien appris au niveau de la conduite des négociations et tractations. Il a déjà traversé par 2 crises importantes. Quand l'Istiqlal est parti, a claqué le gouvernement. C'était quand même un moment assez important dans la lecture politique. 2, il est parti sillonner, labourer la terre un peu partout, sans préciser à la fois avec qui et comment. Qui et comment et sur quoi. Alors on commence à faire la tournée de tous les partis politiques. Quand on fait une coalition, logiquement, on choisit les candidats, les membres et les partenaires. Soit les partenaires de droite, avec lesquels je suis prêt, nous avons des proximités, nous avons des rapprochements, des points de vue communs, soit avec la Koutla, ou ce qu'il en existe de la Koutla. En tout cas, on fait un choix. Mais on ne peut pas faire le tour à la fois de terrain, de tout le terrain. Sachant pertinemment que ce qui caractérise les partis politiques ou les teneurs, les acteurs politiques, c'est les susceptibilités, c'est les humours, c'est à la fois un certain nombre de rapports flous et plein d'animosité, les uns, on connaît les invectives, on connaît les remontrances, on connaît beaucoup de choses. Il fallait opérer des choix au début. Et 2, il fallait présenter quelque chose, un menu de discussion. Quand on négocie sur quelque chose. Là, il n'y avait pas de négociation, il y avait tractation. Est-ce que vous allez entrer ou pas? Il n'y avait ni sur l'architecture gouvernementale, parce qu'il fallait prendre acte de l'expérience précédente pour monter un gouvernement d'action, un gouvernement d'engagement, un gouvernement resserré, afin qu'il puisse s'attaquer aux enjeux cruciaux du pays. Et 2, sur le programme lui-même. Quand vous êtes avec un parti politique qui partage des idéologies, des comportements ou des options différentes, c'est difficile de trouver un dénominateur commun. Il fallait au moins les mettre à l'avant. C'est ce que précise une source proche du RNI dans Jeune Afrique le 20 décembre dernier. Par rapport à cette question, est-ce que c'est l'alliance avec l'Istiqlal qui pose problème ou pas? Voilà ce qu'il dit. Dans le fond, et contrairement à ce que dit le PJD, ce n'est pas l'Istiqlal qui nous divise. Nous avons demandé à Benkirane de nous fournir les grandes orientations de sa future politique gouvernementale afin d'avoir une idée de la feuille de route sur laquelle nous allons nous engager auprès des Marocains. Nous attendons toujours. Est-ce que le gouvernement sortant et le chef du gouvernement, Abdelila Benkirane, pêche par un manque de vision et de projet gouvernemental? Monsieur Saïdi. On ne peut pas incriminer le chef de gouvernement par rapport à ça, parce que si on peut prendre juste la feuille de route de la loi de finances 2017, il y a une sorte d'orientation générale qui est un peu dans la continuité de ce qui était, que ce soit le gouvernement Benkirane 1 ou Benkirane 2. Moi, ce que je relèverais surtout, c'est qu'on a l'impression
de par l'équation électorale marocaine, qui n'est plus question d'idéologie ou de droite ou de gauche. On est passé au-delà. Ce n'est plus le critère de rassemblement. Absolument, puisqu'on le voit, enfin, techniquement, si on considère que le PPS, qui est un parti, rappelons-le, est l'ancien parti communiste marocain, est l'allié le plus fidèle du PJD, qui est un parti... Et qui a renouvelé son alliance avec lui. Donc on se dit bien qu'il n'est plus question d'idéologie, on n'est plus dans cette logique. Mais par contre, ce qu'on peut retirer comme leçon du scrutin du 7 octobre, c'est qu'on a les prémices d'une bipolarisation politique à travers le parti arrivé en premier qui est le PJD avec 125 sièges et le PAM qui est arrivé en deuxième avec 102 sièges. Tous les autres partis historiques notamment ont beaucoup perdu. Que ce soit l'Istiqlal, le RNI, le PPS, l'USFP, ils ont beaucoup perdu de sièges par rapport à leur score de 2011. Donc, on peut facilement imaginer que Ben Kiran, le soir du 7 octobre, et surtout le soir du 10 octobre, quand il a été désigné par le roi pour former une coalition gouvernementale, s'est dit très simplement, d'ailleurs il l'a dit clairement, la seule ligne rouge c'est le PAM, et je voudrais avoir la coalition la plus large possible. Alors pour avoir une coalition très très large, je pense pas qu'il est aisé de donner des directives claires ou des orientations claires. Par contre, il a essayé de reconduire sa majorité en y ajoutant l'élément qui avait justement claqué la porte, qui est l'Istiqlal. Donc c'était un peu une tentative un peu utopiste, qui a été vite avortée, puisqu'on a vu que justement, on a vu aussi qu'il y avait beaucoup d'opacité, donc on ne savait pas vraiment si c'était Shabbat qui posait problème, si c'était l'Istiqlal qui posait problème. Donc en tout cas, il y a eu cette confusion des genres qui fait que on a eu un blocage pendant un certain temps. Il faut dire que le blocage, il fait partie, le blocage, en tout cas le temps que prend un chef de gouvernement pour former sa coalition, c'est quelque chose de traditionnel au Maroc. On se souvient même que Yousfi en 97 n'avait formé son gouvernement que le 3 mars alors que les élections étaient en novembre. Donc c'est quelque chose d'assez régulier. Mais par contre là, ce qui est nouveau, c'est qu'on voit qu'on essaye à travers notamment les réseaux sociaux, on essaie de faire jouer des paravents communicationnels et on se retrouve dans un brouhaha où le citoyen marocain est complètement désorienté. Donc ce que je pense, c'est que là pour le coup, c'est un vrai apprentissage de l'exercice démocratique au Maroc, mais aussi une manière de faire des tractations plutôt que des négociations politiques. Alors, sur cette confusion personne-parti, je rappelle juste aussi une autre intervention de Abd El Ben Kiran lors de la tenue du conseil régional du PJD le 20 décembre dernier. Voici, c'est une adresse directe au secrétaire général du RNI. J'appelle Aziza Khanouch à reconsidérer sa position concernant l'Istiqlal. Si le débat se contentait des personnes, je n'aurais aucun problème, mais virer un parti de la majorité n'est pas acceptable. Alors, est-ce que c'est un bras de fer? Qui va céder le premier? Alors, le grand problème, c'est que c'est une déclaration d'une seule partie de cette dichotomie assez incompréhensible. Le fait est que le RNI, jusqu'à maintenant, il n'y a jamais eu de déclaration claire et nette. Dans l'ensemble des réunions qu'a fait Aziz Akhnouch, et Dieu sait qu'il a bien tourné au Maroc, comme il a tourné à l'extérieur, chaque fois il disait, moi ce qui m'intéresse, c'est la reconstitution du parti. Et même ses messages concernant les adhérents, les militants de son parti, c'était beaucoup plus des questions internes. On ne sait pas ce qui se passait vraiment à l'intérieur de la famille. Mais c'est juste une position. Et le fait est que on a une seule source d'information qui n'est pas totalement claire. Et surtout, moi, d'ailleurs, cette question de toile est très importante parce que c'est de l'information et de l'information contradictoire sans analyse, sans vraiment être sûr de qui a dit quoi et comment. Et surtout la manière, parce que moi j'aimerais bien écouter directement monsieur le chef de gouvernement ou un autre leader de parti faire une déclaration en bonne et due forme afin que je puisse l'interpréter à mon escient. Mais le problème, c'est que j'ai toujours des intermédiaires qui interprètent à ma place ou à la place
de tous les électeurs marocains l'information qu'on a distillée, mais On n'a pas une information et de le fait, c'est première que main. cette information qu'on distille à travers les réseaux sociaux est aussi un jalon dans toutes ces tractations. Ça fait partie de toutes ces tractations, parce que les tractations ne se sont jamais arrêtées. Il y a toujours eu des contacts, des contre-contacts. Il y a toujours eu des contacts. Ça s'est jamais arrêté. Et on voit bien. Alors, et on a un parti, c'est le PJD, à travers toute une armée, une sorte de brigade de réseaux sociaux, des journaux pour et parfois contre qui interviennent. On a le parti de l'Istiqlal avec principalement son secrétaire général, M. Chabat, qui intervient à travers un certain nombre de déclarations et parfois on ne comprend pas très bien vers qui elles sont destinées, parce qu'il y a l'historique, il y a le local, l'international, parfois l'organisationnel interne, et puis il y a les autres partis, on les entend pas, principalement ceux qui étaient en tractation, je ne parle pas du PAM, des partis qui sont en tractation, par exemple l'USFP, pour ou contre, c'est toujours des déclarations vraiment pas très claires. Le RNI, oui, je veux faire partie, mais ce mais, on l'a jamais expliqué convenablement. Le mouvement populaire, d'ailleurs, aujourd'hui, on parle d'un retour du mouvement populaire, mais quelle était l'ancienne position? Est-ce que ça a toujours été en négociation à l'intérieur de cet appareil? Et puis les autres petits partis, certes, un ou deux voix, mais quand même, il y a eu une négociation, comme a dit Sedjari. Monsieur le chef du gouvernement, il a ratissé vraiment très large. Il a discuté même avec, il a discuté avec tout le monde, presque, sauf peut-être avec le PAM. Dieu sait, même avec le PAM, parce qu'on a vu certaines sorties de certains acteurs du PAM qui étaient à l'encontre de son secrétaire général. Le PAM également, qui a refusé l'invitation du chef du gouvernement. Mais quand on lit la presse, c'est-à-dire, et surtout les acteurs politiques du PAM, on voit parfois qu'il y a un certain nombre de contradictions à l'intérieur. Donc il y a eu débat, ça c'est sûr. Comment, et pourquoi, et dans quel sens, on ne le sait pas. Sur quoi, quel était le programme, quelle était la plateforme du débat, on ne le sait pas. Et c'est ça. Et surtout, on a oublié quelque chose de très important. Je m'excuse, c'est le discours de Dakar. Ça, c'était clair. C'est-à-dire, au fait, il y avait un message clair. Cessant de partager le gâteau. Alors, et travaillons sur une plateforme réelle et concise. Redonner la citation exacte du roi Mohamed VI, effectivement, lors du discours à Dakar le 6 novembre dernier. La formation du prochain gouvernement ne doit pas être une affaire d'arithmétique où il s'agit de satisfaire les désirata de partis politiques et de constituer une majorité numérique, comme s'il était question de partager un butin électoral. Voilà l'appel du roi. Oui, monsieur Sedjari. Franchement, il n'y a pas événement. Pendant ces 3 mois, on a assisté à quelque chose de clos, de médiocre, de banal en politique, qui ne mérite ni une analyse politique, au sens scientifique du mot. Ce n'est pas de la politique, ça. C'est une politique de bazar. Les questions de fond, d'abord, il n'y avait pas ce qu'on négociait. Le fond n'existait pas du tout. Et deux, la question, pourquoi Benkiran tenait absolument à voir ses Khanouch et le RNI? Voilà la question de fond. Il pouvait aller vers les autres. Il n'a jamais essayé de convaincre le CFP, ni le mouvement populaire, ni l'UC tout seul. La question de fond, c'est celle-là. Dans l'esprit et la tête de Benkiran, je dis bien dans l'esprit et sa tête, parce qu'il y a un jeu dans sa tête. Sa tête est un phénomène double, c'est Benkiran. Il est dans l'ambivalence politique, en raison de ce qu'il a appris pendant les 5 ans d'exercice gouvernemental. Mais est-ce qu'il peut réellement se passer d'un parti comme le RNI, dont plusieurs des ministres sont sur des dossiers qui nécessitent un long engagement? Une majorité numérique ou une majorité d'action. Si une majorité numérique, vous cherchez 37, il a 37 le RNI. Vous calculez le numérique. Ce que le roi a dit non par le discours de Sénégal. Ne cherchez pas le numérique, sur l'action et l'engagement. Ça dépend de ce que vous cherchez. Vous voulez absolument avoir 7 partis politiques, 7 partis. C'est énorme dans la coalition. Ça ne peut être qu'un élément d'une crise potentielle qui pourrait se prendre à n'importe quel moment. Et on l'a vu avec l'Istiqlal, précédemment. Parce que vous ne pouvez pas réunir 5 mondes qui ne partagent presque rien. Presque rien. En plus des animosités personnelles qu'ils ont les uns vis-à-vis des autres. Imaginez un couple où la femme ne s'entend pas avec son mari. Un couple, simplement un couple. Il y aurait des désordres dans la cuisine, dans l'éducation des enfants, un peu plus court. Je pense que l'analyse à ce niveau-là mérite une approche d'ordre psychologique. Freud lui-même n'aurait pas compris ce qui se passe au Maroc. Franchement, Freud. Monsieur Saïdi. Non, mais je suis d'accord que si on cherchait juste à avoir une coalition, enfin, numériquement une coalition viable, ça aurait pu être possible. Quel aurait été le schéma possible et plausible? Puisque Benkiran a annoncé lui-même qu'il voulait avec lui l'Istiqlal plus l'USFP. En fait, c'était quelque part
de ressusciter la Koutla, en tout cas ce qu'il en reste. Il aurait pu avoir une majorité respectable, une majorité simple, avec le pays, avec l'USFP et avec le PPS. Il serait déjà au-dessus de 200 sièges. Enfin, donc il n'y a pas de problème. Maintenant, en même temps, il faut dire qu'il y a eu des mouvements tactiques de la part du RNI qui s'est rapproché de l'UC au début des tractations, et du MP, ce qui fait que ça donnait 3 blocs. Sémantiquement, on avait le PJD avec la Koutla, on avait le RNI avec ses alliés, et on avait le PAM le PAM et le FGD qui sont de toute façon en dehors, du schéma des tractations. De toute tractation. Par contre, je pense que vous faites bien de le signaler, le discours de Dakar est venu pour justement souligner le fait qu'il fallait des compétences. Je pense que même le mot compétence a été prononcé. Oui. Il fallait des compétences. Et comme vous l'avez dit, comme chacun sait, le RNI a en son sein des compétences qui ont montré pendant le mandat précédent qu'ils tenaient bien leur dossier. Enfin, je pense à l'industrie, je pense à plein d'autres secteurs, et où on voit que justement, Ben Kiren essaye de ménager le chou et la chèvre et d'avoir en même temps et les compétences du RNI et le retour la réhabilitation de la Koutla, ce qui serait pour lui une réalisation historique qui serait, à son crédit, de dire que voilà, maintenant c'est le PJD et c'est Ben Kiren qui a ramené le Koutla à la vie. Mais voilà, donc il s'est retrouvé justement à trop ménager le chou et la chèvre. Il s'est retrouvé justement dans une impasse. Mais alors, quelle peut être la sortie de crise aujourd'hui? Quelle solution peut se dessiner? Si je peux me permettre, est-ce qu'il faut faire un choix inévitable? La sortie de crise a été donnée de manière très, très subtile et très fortuite de la part de Chabat lui-même, qui s'est tiré une balle samedi dernier dans le pied sur la question de la Mauritanie. Même si bien sûr il faut saluer le communiqué du bureau exécutif de l'Istiqlal qui était bien écrit, qui a montré sa cohésion avec son secrétaire général. Mais par contre, on l'a vu la journée d'après, en début de semaine, les anciens secrétaires généraux ont commencé à désavouer Chabat, notamment à Best Fassi et notamment Bousta. Un malheur, quelque chose de bon. Donc on pourrait aller vers une sortie de l'Istiqlal, de cette coalition, au profit du RNI et de ses alliés. Pas forcément de l'Istiqlal. En tout cas de son secrétaire général. Oui, parce qu'en fait, encore une fois, parce que, juste pour la toile, je voulais juste citer un truc. Il y a eu une liste qui a circulé sur WhatsApp, sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux, où on avait le gouvernement qui était déjà formé, avec plein de membres de tous les partis et tout. Donc, on se demandait c'est la force de la suggestion. Exactement. Non, mais ce que je veux dire, c'est que justement, dans les supputations qu'on a vues, dans les échanges qu'on a vus sur les réseaux sociaux, il se dirait que justement le point d'achoppement entre le RNI et l'Istiqlal, c'est le perchoir de la première chambre. C'est le RNI qui essaierait de pousser Mbarka Bouaïda en tant que première femme à devenir présidente de la Chambre des représentants, et Chabat lui-même qui veut ce perchoir justement comme une revanche sur le fait que Talbi Alami l'ait eu dans l'ancien mandat. Donc je ne sais pas si c'est vrai, puisque rien n'est officiel. Mais en tout cas, on peut supputer que maintenant que justement, que cette après cette erreur politique, déjà le fait que 2 conseillers royaux se déplacent chez Ben Kiren, ça va pousser les choses vers une sortie de crise forcément. Il y a eu en début de semaine justement une nouvelle rencontre Ben Kiren Arnouch, et puis il y a cette maladresse, je ne sais pas si c'est une maladresse, mais en tout cas c'est perçu comme tel même au sein de l'Istiqlal qui peut justement changer la donne. Donc on peut être optimiste pour le début de l'année 2017. Je crois qu'il fait lui-même, c'est une maladresse, même dangereuse, immature et irresponsable. Un moment politique crucial où le Maroc servait... Il est en ligne avec la ligne historique du parti. Nous ne sommes pas de l'histoire, nous sommes dans un temps présent. Voilà, maintenant c'est le momentum qui est difficile. Ouais, voilà, c'est pas le nostalgie de l'histoire. Monsieur Chegraoui, avant qu'on fasse la pause... Je termine, oui, terminez ensuite, monsieur Chegraoui. Il vient de Chegraoui. libérer le terrain, et je crois que même Khanouch ne même pas à demander la tête de l'Istiqlal. Il va partir de lui-même. Et Ben Kiren ne peut pas aujourd'hui imposer dans le cadre actuel, parce que c'est une erreur très grave diplomatiquement. Comme lui-même, il doit se corriger parce qu'il a fait une erreur qu'il a réussi. C'est pareil. Quand on est à la tête d'un gouvernement, on sait, on mesure ses mots à l'avant, ses propos.
Je commence sur des propos assez Monsieur démesurés. Chegraoui, avant qu'on fasse la pause. Surtout, on n'est plus dans cette sphère partisane entre nous. Là, on est dans une nouvelle politique inaugurée depuis belle lurette. Ça fait des dizaines d'années qu'il y a un travail de fond extraordinaire, surtout mené par Sa Majesté. Et puis, tout ce qui s'est passé ces dernières années en Afrique, et surtout à nos frontières. Mais attends, c'est quand même de l'immaturité politique et de l'incompétence en termes de politique. Au fait, on n'est pas libre de nos propos. Certes, entre nous, on peut se dire un certain nombre de choses, et même sur le plan historique. N'oublions pas quand même qu'il y avait eu une résolution de ce conflit en 1969. Le premier ambassadeur à Nouakchott, c'est Qassem Zehri, membre du parti de l'Istiqlal. Donc, Hassan II ne l'a pas envoyé à Nouakchott. Il n'a pas envoyé n'importe quel ambassadeur à Nouakchott à l'époque. C'était M. Qassem Zehri, membre intellectuel et très important de l'Istiqlal. Donc, le message, il était clair à l'époque pour Ouddad Allah. Donc, nos aïeux, ils ont bien compris le jeu. Donc, et le roi vient d'envoyer le chef du gouvernement pour aller présenter, apaiser la situation. La presse italienne, aujourd'hui, ou bien hier, ils ont parlé d'un contact téléphonique entre Sa Majesté et le président. L'agence mauritanienne voilà. de Je pense que ça, c'est des réponses. A fait une dépêche sur un appel téléphonique. Merci beaucoup, messieurs, de nous avoir fourni votre analyse et votre regard sur ce blocage institutionnel concernant la formation du gouvernement. On poursuit le tour d'horizon et le bilan de l'année 2016 dans un instant, juste après la pause. Restez avec nous. De retour sur le plateau du débrief, merci d'être resté avec nous. On poursuit le bilan de l'année 2016 et on passe au deuxième thème de ce soir, le bilan des tournées africaines du roi. Depuis le début du règne du roi Mohamed VI, en 17 ans, il y a eu 37 visites officielles auxquelles il faut rajouter les pays visités entre octobre et novembre dernier. La politique africaine du Maroc est-elle en train de prendre un nouveau tournant? Est-ce qu'on est dans une nouvelle ère des relations entre le Maroc et l'Afrique? Monsieur Chegraoui, notamment avec l'ouverture vers l'Afrique de l'Est. Oui, mais c'est ça. C'est une politique, en fait, il y a une pérennité, il n'y a jamais eu de rupture. Mais ce qui est intéressant dans cette politique, c'est qu'elle est en éternel changement, en éternel développement, que ce soit de méthodologie, de fin, de procédés. On n'est plus dans cette stagnation qu'on pourrait voir. Le fond ne change pas, c'est la forme qui change? Bon, le fond, il est là. C'est une vision africaine et africaniste du Maroc. Ça a toujours été. Parce que beaucoup de gens posent la question, est-ce que c'est un nouveau procédé, c'est une nouvelle diplomatie? Non, ça a toujours été. Depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, bien sûr, la forme, elle change. La méthodologie, elle change. Et bien sûr, parce que les circonstances aussi changent. Et cette année-là, d'ailleurs 2016, c'est un tournant extraordinaire. Déjà, une grande ouverture avec une mise en équilibre des relations entre l'Est et l'Ouest. Parce qu'on a toujours eu tendance à aller beaucoup plus vers l'Afrique francophone, l'Afrique musulmane, sahélo-sahélienne. L'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, avec les deux, on a des relations parfois ancestrales, avec le bassin sénégalais, le bassin Niger, par exemple. L'Afrique francophone, ça facilite énormément les choses, la langue française. L'Afrique musulmane, oui, certes. L'Afrique de l'Atlantique, principalement le Gabon, avec l'Afrique centrale. Mais là, c'est une ouverture extraordinaire avec l'Afrique de l'Est. Quelques années auparavant, personne n'aurait prétendu que le Maroc pourrait trouver cette ouverture ou aller vers cette Afrique. C'est déjà une Afrique qui a été résistante aux positions marocaines, parfois anti-marocaines. C'est une région anglophone qui est liée à des espaces géostratégiques qui ne sont pas les nôtres, principalement liés à l'Afrique du Sud, à l'océan Indien. Mais là, bien sûr, beaucoup de choses ont changé. D'ailleurs, dans le discours royal, quand Sa Majesté a annoncé le retour du Maroc sur la scène institutionnelle africaine, on dit, sans parler du passé, si c'était une erreur ou pas une erreur, mais les circonstances ont changé. Et il y a énormément de changements aujourd'hui, ce qui permet au Maroc de pouvoir demander son adhésion à l'Union africaine. Et bien sûr, on le voit très très bien, l'ouverture vers des pays comme le Rwanda, mais qui est un pays aussi très révolutionnaire, que ce soit en termes de gouvernance, en termes de changement culturel et autres, l'ouverture sur la Tanzanie, l'Éthiopie, qui aurait pu dire, mais bien sûr, il faut dire aussi que tous ces pays aussi ont connu des changements extraordinaires. Donc, on est dans la même lignée.
Et on voit très très bien qu'il y a eu des changements de pouvoir aussi dans ces pays, des avancées démocratiques extraordinaires. Et bien sûr, c'est pour le bonheur de tous les Africains de pouvoir établir ce nouveau procédé. Et le nouveau procédé marocain qui est en train de... Vous êtes en train de répondre à toutes mes questions en une seule fois. Alors, je dis juste une chose qui me tient... moi, je suis peut-être l'homme le plus heureux du monde. Et surtout, je vois, ce sont mes bébés, moi, quand je vois ce qui se passe aujourd'hui en Afrique. Surtout ce retour en Afrique. Moi, je suis presque... comment dirais-je? Vous êtes heureux? Extrêmement heureux. Il y a quelque chose d'extraordinaire. On n'est plus dans des procédés de rapports d'exploitation ou des rapports de consommation. On est dans des procédés de production en commun. Et cette association, ce qui est extraordinaire. C'est ce que le roi a engagé dans son discours historique maintenant à Abidjan en février 2014. On redit cette phrase marquante, c'est pourquoi l'Afrique doit faire confiance à l'Afrique. Elle a moins besoin d'assistance et requiert davantage de partenariats mutuellement bénéfiques. Plus qu'une aide humanitaire, c'est de projets de développement humain et social dont notre continent a le plus besoin. Est-ce que ces tournées de 2016, cette intensification des rapports, des conventions avec l'Afrique et la mise en œuvre de ces déclarations qui datent d'il y a 2 ans? Monsieur Sedjari et ensuite Monsieur Saïdi. Je partage mon bonheur absolu quand je vois que le Maroc bouge à l'extérieur, fait du concret, développe des contacts, élargit sa zone d'influence, sa zone de coopération et d'amitié. Il y a un seul vecteur aujourd'hui dans la géostratégie, c'est de développer l'humanisme et la proximité. Et toutes ces visites royales aujourd'hui, qui datent de plus de 2 ans exactement et qui s'inscrivent dans une continuité durable et à la fois féconde, à travers 2 éléments. 1, la globalité et 2, la pédagogie. La globalité, c'est que maintenant, il n'y a pas que les francophones, il y a toute l'Afrique, prise dans son ensemble, dans toutes ses géographies, dans sa diversité, dans ses particularités. Et on ne se contente pas simplement de conventions, de partenariats, ou des visites de chanceliers ou de discours, le roi se déplace. C'est la pédagogie. La nouvelle pédagogie géostratégique est fructueuse. Pourquoi? Il n'y a pas de plus positif que le contact humain, qui peut dissiper les malentendus, les équivoques, les ambiguïtés, les échanges diplomatiques qui peuvent être lus à travers simplement la langue. Le contact humain est quelque chose de salvateur dans les rapports humains. En chefs d'État qui ne sont pas parlés ou qui se rencontrent, mais à la fois où le roi partage, discute, négocie, et en même temps rencontre les populations, c'est ces dimensions humaines marocaines, sentimentales, affectives, qui transmisent dans la terre d'Afrique. C'est quand même une psychologie importante. C'est cette pédagogie-là sur laquelle il faut insister. Pédagogie que nous devrons renforcer avec les autres. Parce que la coopération ne se fait pas simplement avec le continent. Et je crois, si la dimension humaine aujourd'hui prévaut dans les relations internationales, on aura moins de guerres, moins de paix, moins d'incompréhension et moins d'équivoques et peut-être de conflits. Monsieur Saïdi? Je partage l'enthousiasme, mais là où je ne suis pas d'accord, c'est que je pense qu'il y a un changement de fond. Et non seulement de forme, je pense qu'il y a un changement de paradigme, puisque avant, on était, pour des raisons, on peut comprendre le contexte a changé, on était dans une politique de chaise vide par rapport aux instances panafricaines, on était dans une situation où dès qu'un pays avait une position hostile à notre cause nationale, on ne lui parlait pas. Là, c'est différent. Et je pense que c'est la grande nouveauté de cette année et de ce tournant, c'est que maintenant, justement, on fait preuve de pédagogie, on fait valoir des arguments. Et je pense que dans ce sens, on a peut-être perdu un peu de temps. En tout cas, c'est pas grave dans le sens où maintenant, on le fait. Parce que dans certains pays, on s'est rendu compte, et d'ailleurs on en parlait dans une autre émission, même par rapport aux pays nordiques, on se rendait compte que quand il y a l'absence des arguments marocains, eh bien, les gens sont obligés de prendre les arguments d'en face. Ça laisse le champ libre aux autres arguments. Donc là, ce qui est important dans ce tournant, c'est qu'on a rompu avec cette idée qu'on ne parle qu'avec nos amis et qu'au contraire, on va argumenter avec tout le monde, quelle que soit la position de ces gens. Plus que ça, justement, je pense que d'un autre point de vue, que ce soit économique ou même socio-culturel,
on n'aurait pas pu s'élargir vers l'Afrique de l'Est et aller vers l'Afrique de l'Est si on n'avait pas consolidé un peu nos relations avec notre zone de confort qui est celle de l'Afrique francophone, en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Et justement, c'est la maturité des investissements marocains dans cette zone, c'est la maturité des relations de partenariat. C'est le deuxième investisseur sur le continent après l'Afrique du Sud pour le Maroc. Absolument, c'est la maturité de ces relations, qu'elles soient économiques ou sociales ou culturelles, qui fait que maintenant nous pouvons aller vers d'autres zones en se prévalant de cette expérience et de cette confiance en Afrique de l'Ouest. Et je pense que maintenant le volet économique est important parce qu'on a des champions continentaux au Maroc, que ce soit l'OCP qui opère dans un domaine qui est vital pour l'Afrique, qui est celui des engrais et de justement l'autosuffisance alimentaire. Donc on l'a vu à travers les conventions qui étaient signées au Nigeria avec le groupe Dangote ou en Éthiopie. Donc ça c'est quelque chose d'important. On a le bancaire, on a plein de secteurs qui sont maintenant des porte-fanions marocains. Vous avez parlé du changement de paradigme, c'est aussi quelque chose qui a été annoncé dans ce discours d'Abidjan. On y revient toujours en février 2014. Voici ce que disait le roi Mohamed VI. Auparavant, la diplomatie était au service de la consolidation des relations politiques. Aujourd'hui, c'est la dimension économique qui prime et qui constitue l'un des fondamentaux des relations diplomatiques. Est-ce que là aussi, il y a un changement de paradigme dans la mesure où c'est les relations économiques qui mettent sur le chemin des relations diplomatiques? Il faut rappeler ici trois discours vraiment fondateurs. Le discours d'Abidjan, qui a tracé vraiment les lignes de toute cette coopération interafricaine. Le discours de Riyad, il ne faut pas l'oublier, parce que c'est un message à l'ensemble du monde, à l'ensemble de nos partenaires. L'idée est très simple. On a dépassé le post-colonialisme. On a déjà souffert du colonialisme, on n'est plus dans le post-colonialisme, on est dans un autre ère, donc revoyons les choses et puis on n'a plus de leçons à recevoir de qui que ce soit. Troisième discours, c'est le discours du 6 novembre de Dakar. Ça c'est bien sûr pour nous Marocains, mais d'une capitale extraordinaire et très importante pour le Maroc. Donc ça fait partie de cette consolidation de ces rapports qu'on va maintenir à vie. Donc le fait qu'on va aller en Afrique de l'Est ne stipule pas qu'on a oublié l'Ouest. L'Ouest est le socle principal. C'est notre histoire d'ailleurs, c'est notre point de départ. Et ça c'est une sorte de mise en équilibre. Et je pense que c'est une politique empreinte de véritable pragmatisme aussi. On est dans un réel pragmatisme, pas seulement de la réelle politique à l'américaine, mais dans un pragmatisme vraiment éclairé et éclairant. Et là, il y a tous les autres secteurs qui peuvent faire bénéficier le facteur politique. Et surtout, Jari a parlé d'une chose extraordinaire, le contact. Parce qu'au fait, ce qu'on avait, oui, certes, on n'était pas présent politiquement, on n'était pas présent économiquement, on a fait l'effort, mais surtout, il y a ce contact humain, ce rapport à l'altérité. On avait énormément de conflits basés sur des malentendus, sur une absence, bien sûr, de nos arguments, et sur une présence de l'argument de la partie adverse, et sur une identité, une idée qu'on a créée, qu'on a donnée du Maroc, qui n'est pas vraie. On avait fait une étude à l'intérieur de l'université marocaine avec l'Institut royal des études stratégiques sur l'image du Maroc en Afrique de l'Est. On a potassé pas mal de journaux, on a fait énormément d'interviews. En Afrique de l'Est, qu'est-ce qu'on a trouvé? C'est que, au fait, il n'y avait pas une animosité claire et nette. Et qu'est-ce qu'on connaissait du Maroc? L'équipe de foot. Et pour ceux qui étaient beaucoup plus instruits, au fait, le tourisme, le couscous, et l'image en elle-même n'était pas tellement négative. Au fait, c'était positif en quelque sorte, mais il y avait beaucoup de malentendus, surtout l'absence d'information. Et c'est surtout ça. Alors, les visites royales, ce contact en direct, parce qu'il faut voir comment ce contact a fait changer les donnes. La rencontre avec les populations locales. Et qu'on ne vient pas me dire qu'il y a eu tout un tapage pour ramasser les gens, pour aller saluer. En fait, personne ne pouvait obliger les gens à venir voir ce roi qui vient du Nord, parce qu'il y a beaucoup aussi de gens qui croyaient que ce Maroc n'était pas vraiment en Afrique. Et là, on redécouvre cette africanité du Maroc, et bien sûr, les Marocains aussi redécouvrent leur africanité à travers
ces visites royales et ces nouveaux investissements. Alors, dans le juste continent. un mot avant qu'on passe au dernier sujet, la COP22, sur le prochain sommet de l'Union africaine qui doit se tenir dans un mois, fin janvier. L'opinion des pays d'Afrique de l'Est est déjà préparée. On va citer que le ministre des Affaires étrangères du Nigeria dans une déclaration le 3 décembre dernier. Voilà ce qu'il dit. Le Maroc est un pays important et il n'est pas dans l'intérêt ni de l'Union africaine ni de celui du Maroc que le Royaume du Maroc reste en dehors de l'organisation continentale, car le Maroc est un pays qui a atteint un niveau élevé de développement économique et qui a une grande contribution à apporter aux efforts de développement dans le continent. Pardon, c'est signé Geoffrey Onyeama, le ministre des Affaires étrangères du Nigeria. Alors, ce sommet se présente donc plutôt bien pour le Maroc? Apparemment, il se présente bien. Ça ne veut pas dire que tout est facile. Il y a eu énormément d'efforts, énormément d'actions diplomatiques. Ça continue toujours et il faut être très vigilant parce que de l'autre côté, il y a un rouleau compresseur qui est en train de marcher et qui a commencé. Et il y a beaucoup de pression sur nos pays, sur des pays amis, surtout les plus faibles. N'oublions pas qu'il y a eu un certain nombre d'actions dernièrement, l'éviction d'un certain nombre d'immigrés sur certaines frontières. Et là, ça dérange quand même certaines positions. Et puis, il y a les rapports stratégiques, les agendas personnels, les agendas politiques et interafricains. Ce n'est pas facile, mais je suis sûr et je suis très optimiste, le Maroc va revenir. Oui, certes, les choses prennent un tout petit peu de temps parce que jusqu'à maintenant, Mme Zouma n'a pas annoncé le chiffre parce que, en principe, le cadre juridique, il est clair et simple. Le Maroc présente une demande, la demande elle est distribuée aux États membres de l'Union africaine, les États membres doivent répondre par oui ou par non. Une fois arrivé à la majorité de 28, la présidence de la Commission africaine doit annoncer au Maroc son intégration, sans attendre le congrès de fin janvier. Jusqu'à maintenant, on sait très très bien que les 28 y sont. Mais on fait tarder un peu les choses. Bon, on l'a fait un peu pour le Soudan du Sud. On a attendu à avoir 34 voix. Je ne sais pas ce qui se trame aujourd'hui, mais nos amis sont vigilants. Et bien sûr, le Maroc doit être vigilant. Donc, on va retourner, mais ce n'est pas facile. Monsieur Saïdi, pour conclure, je vous donnerai aussi un mot, mais juste le mot de la fin sur la question africaine. Justement, juste pour rappeler qu'il y a eu un communiqué du ministère des Affaires étrangères en novembre dernier, où on disait clairement que Mme Zouma a refusé les lettres des ambassadeurs. De distribuer en fait la demande marocaine aux membres de l'Union africaine. Il a fallu appeler le président en exercice, Idriss Déby, pour débloquer les choses. Et donc on le voit qu'il y a des velléités mal intentionnées. Et même qu'il a refusé de recevoir les réponses, disant qu'elles doivent venir des présidences et non pas des ministres des Affaires étrangères. De toute façon, Mme Zouma ne sera plus présidente de la Commission de l'Union africaine à partir de janvier prochain. Il y a une bataille âpre entre Bathily, entre autres, qui est le candidat favori du Maroc, c'est le candidat sénégalais, ancien représentant du secrétaire général de l'ONU. Ça pourrait changer beaucoup de choses. À mon sens, je pense que l'adhésion du Maroc à l'Union africaine est acquise, numériquement du moins. Maintenant, l'autre bataille juridique, ça sera celle de combattre le Polisario de l'intérieur de l'UA pour essayer, parce que là, ça pose des questions au sein même, parce qu'il faut le dire, le Maroc a quitté l'organisation de l'Union africaine qui a été dissoute et c'est une autre organisation maintenant, c'est l'Union africaine qui a été créée et qui, dans les traités fondateurs, il y a la question de l'intangibilité des frontières qui risque de poser problème parce que ça pourrait ouvrir la boîte de Pandore dans d'autres pays, notamment dans le Nord Kivu, dans le Cabinda. En tout cas, il y a plein de pays où ça pourrait poser problème. Donc la bataille ne fait que commencer et je pense qu'elle sera d'ordre juridique, diplomatique et qu'il faudra être acharné pour pouvoir la remporter. Monsieur Sidjali, un dernier mot avant qu'on passe à la COP22. Sur le plan formel, il n'y a pas de problème parce que le Maroc intègre une institution africaine. Il intègre à nouveau. Il ne retourne pas à l'ancienne institution. Et cela, tout simplement, il doit répondre aux règles internationales d'adhésion à une unité. D'autant plus que le Maroc est africain, d'origine africaine. Il appartient à une géographie africaine. Personne ne peut constater ce donne objectif, géographiquement et géostratégiquement. Maintenant, quand on se positionne au niveau de l'Afrique, et par rapport à nos malentendus que nous avons, il faut regarder toujours, appeler un chat l'Algérie. Derrière tout ce monde-là, c'est l'Algérie. Je pense que c'est là où il faut absolument cibler, travailler de manière minutieuse, intelligente, tous ceux qui font à la fois le trio algérien, ou qui font le triangle algérien. C'est à ce niveau-là qu'on doit travailler. Et nous avons besoin d'une diplomatie intelligente, efficace, des diplomates qui ont l'autonomie de la parole,
qui peuvent agir, qui peuvent suivre et réagir, comme l'Algérie l'a fait depuis des années. Il a fait une diplomatie agissante. Nous, malheureusement, à un certain moment, on a laissé l'Algérie faire ce qu'il voulait. Merci, messieurs, pour cet éclairage donc sur l'Afrique et le retour du Maroc au sein de l'UE. On aura l'occasion d'y revenir probablement dans un mois. On termine avec ce grand événement accueilli par le Maroc en novembre dernier, la COP 22. Alors, pour faire le lien avec la discussion d'avant, il y a eu ce fameux sommet africain le 16 novembre pendant la COP 22. Est-ce que ce sommet de la COP a vraiment signé et entériné le leadership marocain et du continent pour les questions de développement durable notamment? Pas Monsieur seulement, Chegraoui. mais surtout que en fait, déjà, c'est une déclaration de l'intégration réelle du Maroc dans l'Union africaine. C'est déjà une acceptation extraordinaire. Autre chose, l'Afrique est le continent qui subit le plus les méfaits du réchauffement planétaire. Alors, en fait, on est en train de recevoir à peu près 75% des méfaits du réchauffement climatique quand on ne participe qu'à 4 à 5% à ce réchauffement climatique. Et aujourd'hui, et le problème, c'est que on est dans un continent, on demande de développement, quand on nous demande de respecter un certain nombre de règles, imposées d'ailleurs par cet Occident extrêmement pollueur auparavant et par le passé, mais qui est en totale contradiction avec toutes nos visions de développement. On est dans les premières phases d'industrialisation, de recherche et de mise en place de nouveaux procédés économiques. Alors, comment allier tous ces facteurs de vouloir se développer économiquement tout en respectant les défis climatiques. Donc là, c'était une réunion extrêmement importante, bien sûr dirigée par le Maroc et gérée par le Maroc et imposée parce que c'est la première fois qu'un continent lors des COP qui s'impose comme ça. Parce qu'en fait, ça ne fait pas partie de la COP 22 principalement des Nations Unies. C'est un événement annexe, beside, mais c'était très important et bien salué par la communauté internationale. Et ça a développé quand même que l'Afrique pouvait avoir une seule voie et aller d'une seule voie vers ce monde occidental qui nous a extrêmement exploité auparavant. Et dans ce cadre-là, le Maroc a joué un rôle prépondérant et bien reconnu par nos amis africains. C'est un succès diplomatique. Monsieur Saïdi, sur cette question de la COP 22 et de la portée de cet événement pour le Maroc. Bien sûr. Enfin, il y a d'abord la question du continent africain qui est celui qui subit le plus l'injustice climatique. Je rajouterai juste un chiffre à avancer tout de suite, c'est qu'il y a aussi, l'Afrique reçoit moins de 5% des financements dédiés justement à parer au changement climatique. Le bon coup, en tout cas le coup de maître qui a été fait à travers ce sommet africain de l'action pendant la COP 22, ça a été justement de remettre l'Afrique en tête de l'agenda climatique mondial, de dire que l'Afrique est prioritaire dans ce sens, et encore plus de montrer aux Africains eux-mêmes qu'ils doivent prendre cette question en considération, parce que pour eux justement ils sont à l'aube espérons-le, d'une émergence économique qui, selon le modèle, peut être polluante ou pas. Donc il y a eu non seulement ce sommet, mais il y a aussi des initiatives, notamment AAA, il y a eu plein d'initiatives. Oui, ça a aussi été l'occasion pour le Maroc de faire reconnaître ces initiatives pour le développement durable en Afrique, dont le AAA pour l'agriculture. Maintenant, moi, de ce point de vue-là, et aussi d'un point de vue d'image et de projection de puissance pour le Maroc, le pari est totalement réussi, puisque justement, c'était pas une COP inutile. Parce qu'il y en a eu plein des COP dont on n'a jamais parlé. Certes, la COP de Paris était quelque chose, un moment prépondérant, mais c'était difficile de faire que la COP 22 soit quand même une COP importante. Et on a réussi à le faire parce qu'on a réussi à faire quand même que ça soit une COP de l'action après une COP de la COP. Oui, d'ailleurs, elle a été placée sous ce slogan, la COP de l'action. Maintenant, le seul regret qu'on puisse avoir, c'est que justement les deniers, les financements ont été reportés à 2018. Donc, finalement, l'Afrique a fait valoir ses arguments, le monde a bien perçu ses arguments. Maintenant, pour les questions sonnantes et trébuchantes, on a retardé l'échéance et c'est le seul point qu'on peut regretter pour la COP22. Monsieur Sedjari ? Sur le plan de la substance, ce n'est pas simplement un succès diplomatique, c'est un succès géostratégique. Réunir 80 chefs d'État, des ministres, des chefs de gouvernement, des milliers d'associations, des sociétés civiles,
700 forums. Oui, c'est la première fois que la société civile est invitée à participer aux négociations. Avec 700 forums, c'est énorme, c'est considérable. Et pratiquement une enveloppe financière, un taux de 927 millions de dirhams. Et ça en même temps que le G20. Donc, en même temps que le G20, ce qui est plus cher que Paris. Là, ici, à ce niveau-là, le Maroc a créé une nouvelle génération de la COP et des rencontres mondiales. Parce qu'il a pu réunir un certain nombre de décideurs publics, politiques publics engagés, pour s'engager pour l'avenir, pour la défense de la terre, du développement durable et de la civilisation humaine. La portée géostratégique, symbolique de ce niveau-là. Deux, c'est là où le Maroc doit fabriquer un marketing, doit continuer dans son marketing, ne pas s'arrêter à la COP22. Il a donné une image positive de lui-même, qu'il est capable de réunir cet ensemble d'intelligence, de compétences, de décideurs, de politiques, de tous les bords, qui puissent négocier, discuter, palabrer, dire, réfléchir ensemble sur l'avenir de l'humanité, ce qui est en cause aujourd'hui. Ce marketing d'image, nous devrions le renforcer à l'avenir. Le Maroc est devenu une image positive par la sécurité, la manière, l'ordre. Il faut capitaliser là-dessus. Ça pour l'avenir. Et pour le capitaliser comment? Et c'est là où on revient à la formation du gouvernement aujourd'hui. Il faudra que le gouvernement... C'est bien, la boucle est bouclée comme ça. C'est la boucle est bouclée. On en revient là. Parce que c'est le gouvernement, c'est lui aujourd'hui qui doit mettre sur le chantier, qui doit mettre en œuvre les types de réformes et les enjeux cruciaux, urgents, à moyen terme et à plus long terme dans le cadre. Il faut que le Maroc définisse une stratégie. Il ne faut pas que simplement qu'il se contente de l'organisation du forum, qu'il puisse en bénéficier sur le plan national, sur le plan régional, sur l'international. Et c'est là où on aura une souveraineté politique qui pourrait nous attirer pour pas mal de bienfaits sur le plan international. Parfait. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir fait avec nous ce tour d'horizon pour l'année 2016. Merci, monsieur Saïdi. Merci, monsieur Sidjari. Monsieur Chegraoui, merci infiniment. Merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir suivis pour ce bilan de l'année 2016 au Maroc. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année et on se donne rendez-vous pour un nouveau débrief lundi prochain. Très bonne soirée à tous.